suis Marianne Toutant, responsable des programmes de mathématiques au ministère de l'Éducation et de l'enseignement supérieur à Québec. Et je suis accompagnée aujourd'hui pour l'animation de la rencontre de ma collègue Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. Nathalie Crête, collaboratrice au programme de mathématiques primaire. Alors aujourd'hui, la présentation qu'on vous fait va porter sur l'arithmétique au deuxième cycle du primaire. C'est une séance d'information qui s'inscrit dans une série de 3. Donc, il y a une séance d'information pour l'arithmétique au premier cycle. Elle a eu lieu la semaine dernière et il y en aura une autre la semaine prochaine qui porte sur l'arithmétique au troisième cycle du primaire. Ces séances d'information-là vont être offertes de nouveau pendant l'hiver. Alors, ça va être le même contenu qui va être présenté en janvier ou février. Là, les dates restent à annoncer. Puis, simplement aussi pour vous dire que la rencontre d'aujourd'hui, elle est enregistrée et on va rendre disponibles ces enregistrements-là pour consultation ultérieure. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est un lien qu'on va vous partager et vous devez entrer de nouveau dans la plateforme VIA et ça va vous permettre de visionner l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui. Cet enregistrement-là va demeurer disponible tout au long de l'année scolaire 2017-2018. Donc, la rencontre, c'est une durée prévue de 90 minutes sans pause. On pourra ajouter à la fin de la présentation une période, en fait, un moment où on pourra répondre aux questions qui nous auront été acheminées pendant la présentation. Justement, parlant de questions, étant donné qu'on est nombreux aujourd'hui, on a désactivé l'option d'ouvrir les micros et les caméras pour les participants. Alors, on va vous demander d'entrer en contact avec nous par l'espace de clavardage. Alors, comme j'expliquais tantôt, il y a un clavardage public et un clavardage pour les animateurs. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation sur une ou l'autre des diapositives, vous pouvez l'indiquer dans le clavardage. On a avec nous aujourd'hui, vous voyez dans la liste des animateurs, Marie-Claude Rancourt, qui est enseignante au primaire à la commission scolaire de la capitale. Elle collabore avec Nathalie et moi sur divers dossiers. Et puis aujourd'hui, ça va être elle qui va être responsable de la zone clavardage et elle va compter les questions que vous nous posez pendant la rencontre. Et elle va compléter tout ça et nous les remettre à Nathalie et moi à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions pendant la rencontre, vous les indiquez dans le clavardage en prenant soin d'indiquer le numéro de la diapositive sur laquelle porte votre question. Et les numéros de diapositives sont indiqués dans le coin supérieur droit de chacune des diapositives. Donc, à la fin de la rencontre, donc, on pourra répondre aux questions. Puis, on a un court sondage aussi, 5 questions, où on va vous demander votre appréciation de la rencontre et avec une courte zone de texte pour nous faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions qui méritent plus longue réflexion de notre part ou qui débordent peut-être le cadre de la présentation d'aujourd'hui, qui porte par exemple sur la didactique de façon plus générale ou encore sur l'évaluation en mathématiques, à ce moment-là, on répondra à ces questions-là dans un deuxième temps, soit par courriel ou par téléphone, ou si jamais la question ne nous concerne pas au programme, on pourra faire suivre les questions. Donc, voilà pour les petites précisions. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter, Nathalie? Non, oui. N'hésitez pas à écrire dans le clavardage. Entre autres, quand il y a des questions, si vous avez des réponses, vous pouvez utiliser le clavardage. N'hésitez pas aussi à mettre des estampes sur des diapositives pour lesquelles vous avez un coup de cœur. Ça rend la présentation plus interactive quand les gens mettent des estampes. On a quelqu'un qui nous met un grand trait. Ça commence bien. Donc, ben voilà, si on est prête, on va commencer tranquillement. Je vois qu'il y a des gens qui se branchent encore. Les objectifs de la rencontre aujourd'hui, c'est de présenter les divers éléments relatifs à l'arithmétique dans la progression des apprentissages en mathématiques au primaire, donner des exemples par rapport aux éléments qu'on a ciblés et aussi faire des liens entre les différents éléments de la progression. Un rappel sur le programme de formation de l'École québécoise. En ce qui concerne la mathématique, c'est le chapitre 6. Si vous cliquez sur le lien ici, vous allez arriver directement sur le site du ministère dans la section qui comporte tous les programmes d'études pour le préscolaire et le primaire. C'est un programme qui est par compétences, donc à la page 126 très exactement. On présente ensuite les savoirs essentiels, les repères culturels,
les divers symboles, le vocabulaire et à la fin du programme de mathématiques, on a une suggestion pour l'utilisation des tics. Sinon, aujourd'hui, notre présentation va porter principalement sur la progression des apprentissages. Encore là, vous avez le lien pour la retrouver sur le site du ministère. La progression sur le site du ministère, elle est disponible en deux formats, en format PDF. Donc, quand vous voulez la télécharger ou l'imprimer, la page couverture ressemble à ça. Sinon, elle est aussi disponible en format HTML, donc vous pouvez naviguer dans la progression à l'écran. Donc, subtilité. La progression, en fait, elle est apparue dans un deuxième temps. Elle n'est pas venue remplacer le programme de formation. Elle est venue compléter le programme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les savoirs essentiels qui étaient détaillés par cycle et on les a détaillés par année du primaire. Donc, la progression, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet de situer les apprentissages que doivent réaliser les élèves en fonction de l'année, du cycle et en fait de l'ensemble du primaire. Ça permet à l'enseignant de planifier son enseignement et ses différentes interventions auprès de ses élèves. La progression des apprentissages, elle est structurée par champ mathématique. Alors, on a le champ de l'arithmétique, la géométrie, la mesure, la statistique, des probabilités. Et puis, finalement, à la toute fin, on a des exemples de stratégies cognitives, métacognitives et autres stratégies. Alors, aujourd'hui, on va vraiment, on va se situer dans le champ de l'arithmétique avec les différentes sections qui sont détaillées ici. Avant d'aller plus loin dans la présentation, on prend un petit 2 minutes 24, je crois, de mémoire pour présenter une vidéo qui va vous parler de différentes stratégies gagnantes dans l'enseignement de la mathématique. C'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation. Alors, si vous cliquez sur le lien qui est là, vous allez arriver directement sur la vidéo. Puis, à la fin de la présentation, dans les références, vous avez l'adresse pour vous rendre à la chaîne YouTube du ministère. Sur cette chaîne-là, il y a diverses vidéos qui sont disponibles. Il y en a plusieurs qui sont en fait des capsules de transfert de différents projets de recherche, comme celle-là, par exemple. Donc, voilà. Ça ne sera pas long. L'enseignement des mathématiques dans la classe de 3 enseignantes a été analysé et met en évidence plusieurs éléments qui apparaissent potentiellement favorables à l'apprentissage. Entre autres, l'enseignement par problème, où l'enseignante propose des problèmes et des situations-problèmes riches en potentiel de construction mathématique, souvent authentiques, contenant des défis. Grâce à ces situations, ils permettent une compréhension dans l'action en assurant l'analyse des erreurs et une médiation efficace. Ce type d'enseignement favorise continuellement la recherche de solutions différentes et encourage les élèves à en discuter. Par ailleurs, il favorise l'ouverture à la diversité des raisonnements des élèves, permet l'émergence d'une diversité de solutions et offre aux élèves l'opportunité de réfléchir sur les ressemblances et les différences entre ces solutions et sur les aspects cruciaux des raisonnements, ce qui contribue au développement de la pensée mathématique. Autrement dit, dans les discussions, en expliquant à quelqu'un son idée, en écoutant ses arguments et ses raisonnements, on est amené à clarifier sa pensée, et c'est souvent en la reformulant que l'on prend conscience des liens qui se créent dans notre tête. Et c'est ainsi que, grâce aux échanges, on améliore notre propre compréhension et on élargit nos connaissances. De manière générale, l'enseignante commence le travail d'équipe par un travail individuel. Elle insiste sur la compréhension des consignes avant de commencer la résolution du problème. Et elle invite souvent l'élève en difficulté à expliquer sa compréhension des consignes à l'équipe. Enfin, elle amène ses élèves à constater les progrès réalisés en les incitant à identifier les aspects qu'ils ont compris et les points forts d'une démarche, ainsi que les aspects plus faibles à travailler. Elle valorise constamment les réussites et les progrès réels des élèves, tout particulièrement des élèves en difficulté, et le fait savoir à toute la classe, celle-ci étant perçue comme une communauté d'apprentissage.
Voilà, on est de retour. Donc, comme je disais, cette vidéo-là, elle est disponible pour consultation sur Internet, sur la chaîne YouTube du ministère. Alors, ce qui ressortait dans cette courte capsule vidéo-là et qui, en fait, va teinter le reste de la présentation aujourd'hui avec les liens qu'on va essayer de faire ressortir, ce qu'on veut faire ressortir, donc, c'est que dans son enseignement, l'enseignant peut proposer divers problèmes stimulants adaptés au niveau de développement de l'élève, faire participer activement l'élève, proposer différents modèles ou différents outils d'apprentissage, favoriser le travail en petits groupes, développer le sens des concepts et des opérations chez les élèves, encourager et accepter les stratégies et mettre en évidence ensuite les multiples stratégies qui sont utilisées par les élèves, puis finalement questionner les élèves et les inciter à réfléchir. Alors, ce sont des éléments qu'on va tenter de faire ressortir le plus souvent possible tout au long de la présentation. Donc, voilà. La progression des apprentissages en arithmétique deuxième cycle, on entre dans le vif du sujet. La façon dont la présentation est structurée, vous allez voir cette image-là qui va revenir à quelques reprises pendant la présentation. Alors, on l'a découpé selon les 3 sections de la progression des apprentissages. Donc, dans un premier temps, le sens et écriture des nombres, suivi du sens des opérations, puis finalement, les opérations. Alors, la légende que l'on retrouve dans la progression des apprentissages, quand on voit une flèche, l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile signifie que l'élève le fait par lui-même à la fin de l'année scolaire. Et la zone grisée signifie que l'élève réutilise cette connaissance. Marianne ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais on veut spécifier qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport aux éléments de la progression des apprentissages. Ce sont les mêmes éléments que depuis 2009. Alors, compter ou réciter la comptine des nombres, dénombrer des collections réelles ou dessinées. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ces 2 éléments? On veut développer l'aspect ordinal du nombre en comptant ou en récitant la comptine des nombres naturels. Comprendre que lorsque je dis 2, c'est le 2e objet compté, c'est l'idée de rang dans la suite des nombres qui est en jeu. Connaître la comptine, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, c'est là, on veut travailler aussi au niveau de l'aspect cardinal du nombre. Le cardinal est la propriété commune à tous les ensembles pouvant être mis en correspondance terme à terme. Dégager l'aspect cardinal du nombre, c'est en dégager l'aspect quantité. Au premier cycle, on a eu l'occasion de dénombrer des collections à plusieurs reprises et des collections contenant de nombreux objets. On a emmené l'élève à découvrir notre système de numération qui en est un organisé. L'élève a développé différentes stratégies, entre autres, à regrouper des objets en paquets de 10 et des dizaines qu'il a regroupés pour découvrir la centaine. Alors, on a amené à voir on a fait en sorte qu'en manipulant, en dénombrant de grandes quantités d'objets, les élèves voient la pertinence d'un système organisé. Alors, ce système, au 2e cycle, se poursuit. La balise au premier cycle des nombres étant 1000. Au premier cycle, la balise est de 100, au 2e cycle, pardon, la balise est de 100 000, mais aussi le système organisé on va voir la continuité vers la gauche avec les nombres décimaux. Représenter, pardon, Vers la droite. Ah! J'ai de la difficulté encore à mon âge avec la droite et la gauche, désolée. Ça doit être un petit peu le stress de la présentation. Représenter des nombres naturels de différentes façons. On en a parlé au premier cycle. Les élèves vont avoir de nombreuses occasions de découvrir le groupement, de grouper les objets. Ensuite, on va aller vers l'échange.
et viendra la valeur de position. Il est important de respecter ces étapes parce que d'aller trop vite pourrait avoir des répercussions sur le sens du nombre et le sens des opérations. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de groupement? On va utiliser du matériel au groupement apparent et accessible. On va utiliser des jetons, on va utiliser des cubes emboîtables. Ce matériel nous permet de voir les 10 unités qui forment la dizaine et que 10 dizaines forment une centaine. On peut faire et défaire les groupements. Quand on dit que l'accent est mis sur l'échange, le matériel utilisé, et là, ce sont les matériels dont on vous parle aujourd'hui, ce sont des exemples. Il existe d'autres matériels. Alors, par rapport à l'échange, on parle de matériel au groupement parent, mais non accessible. On peut voir 10 unités qui forment la dizaine et que 10 dizaines forment une centaine. Mais on ne peut pas faire et défaire les groupements. On doit procéder par l'échange. Par exemple, ma barre de 10, pour défaire le groupement, je vais faire un échange avec 10 cubes unités. L'accent mis sur la valeur de position par des groupements non apparents et non accessibles, on ne peut pas voir que 10 unités forment une dizaine, mais il faut le savoir. Ça demande que l'élève ait une bonne compréhension du système de numération, système organisé, qu'on a vu précédemment sur une diapositive, parce que quand on parle de l'accent mis sur la valeur de position par des groupements non apparents, non accessibles, c'est plutôt axé sur l'acte symbolique. Donc, mon billet de 10 $ aussi, je n'ai pas accès aux 10 unités, mais je le sais que 10 $, il y a 10 $, 1 $ inclus dans 10 $. La même chose, par exemple, les billes sur un abac représentent une valeur de position. Décrire dans ces mots avec un vocabulaire mathématique approprié des régularités numériques. Au deuxième cycle, on va parler de nombres carrés, nombres premiers, nombres composés. On va en reconnaître leurs propriétés et on va aussi classifier ces nombres de différentes façons selon leurs propriétés. Nous allons vous présenter une activité qui permet de travailler ces 3 éléments de la progression des apprentissages. À l'aide de cubes emboîtables, on a demandé aux élèves de faire des constructions rectangulaires avec les quantités suivantes, soit 5 cubes, 9 cubes, 12 cubes, etc. On a demandé aux élèves de classifier ces constructions rectangulaires selon le nombre de constructions possibles. Par exemple, avec 5 cubes, il y a une construction possible. Avec 13 cubes, il y a une construction possible. Et de l'autre côté, plus d'une construction possible. Alors, on peut voir avec 9 cubes, c'est possible de faire plus d'une construction. Avec 12 cubes aussi. Alors, on demande à l'élève de décrire dans ses propres mots et avec un vocabulaire mathématique la façon de classifier ces constructions. Et on va encourager l'élève à utiliser le vocabulaire à l'étude, soit facteur, produit, dividende, diviseur, quotient. Alors, l'élève va se servir de sa compréhension des relations entre les opérations, puisque la multiplication et la division sont des opérations inverses. Il est possible d'établir des relations entre les concepts de facteur, dividende, diviseur, parce que l'élève qui sait que 3 paquets de 4 donnent 12 objets au total, la relation inverse va lui dire que s'il prend ces 12 objets et qu'il les répartit en 3 groupes, il obtiendra, chaque groupe aura 4 objets. Alors, il va se servir de sa compréhension des relations entre les opérations pour venir découvrir qu'un nombre premier est un nombre naturel supérieur à 1,
qui ne possède que 2 diviseurs, soit 1 et lui-même. Un nombre composé, alors ici, nous aurions nos nombres premiers. Un nombre composé est un nombre naturel supérieur à 1 qui possède plus de 2 diviseurs entiers. Alors, de l'autre côté, nous aurions nos nombres composés. Et aussi, on peut demander à l'élève de classifier les constructions selon qu'elles forment un carré ou un rectangle pour l'amener à découvrir le nombre carré. Par rapport à la fraction, j'attire votre attention à l'aide de matériel concret ou de schémas. En ce qui concerne la fraction, ce matériel concret ou ces schémas, c'est pour tout le primaire. Un premier élément, représenter une fraction de différentes façons à partir d'un tout ou d'une collection. Ici, il faut voir le ou comme et parce qu'on veut que l'élève travaille à partir d'un tout et à partir de collections. Alors, les différents modèles qu'on va utiliser pour travailler les fractions, des modèles de surface, des modèles d'ensemble, des modèles de longueur. Dans les modèles de surface, le géoplan est un bel exemple. Papier quadrillé, les blocs mosaïques, les cercles. C'est important aussi de travailler pas seulement les parties isométriques, mais aussi les parties équivalentes. Dans les modèles d'ensemble, tous les objets de la classe peuvent être utilisés, que ce soit des crayons, des jetons et tout ce que vous avez sous la main dans une classe. Les modèles de longueur, on va parler de segments de boîte, on va parler des réglettes fusionnables. Distinguer le rôle du numérateur de celui du dénominateur. Les activités qui requièrent de compter les parties d'un tout une à une et de les mettre en relation avec le tout développent la compréhension du rôle du numérateur et du dénominateur. Alors, le dénominateur nous indique en combien de parties équivalentes l'entier a été divisé. Par exemple, mon entier, l'élève compte, il y a 6 parties, donc il sait que ce sont des sixièmes. Ici, on a divisé en 10 parties des dixièmes, en 12 parties des douzièmes. Le numérateur, quant à lui, nous informe du nombre de parties équivalentes considérées. Alors ici, je considère 3 parties sur 6, donc 3 sixièmes. 10 parties sur 12, 10 douzièmes. Associer une fraction à une partie d'un tout, partie isométrique que je vous ai montré tout à l'heure sur la première diapositive qui traite des fractions, ou partie équivalente, ou d'un groupe d'objets et vice-versa. Que veut dire ce vice-versa? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher une partie quand on connaît le tout, mais on va chercher aussi le tout à partir d'une partie connue. Par exemple, sur l'image ici, mon tout est formé de 2 hexagones. Alors, on va demander à l'élève quelle pièce de mosaïque géométrique représente un sixième du tout. Par manipulation, l'élève va découvrir que la pièce bleue représente le 1 sixième du tout. On peut aussi demander à l'élève, la pièce bleue représente un sixième, quel est le tout? Alors, par manipulation, l'élève va construire le tout pour découvrir les 2 hexagones. On va travailler aussi avec des collections. Représente 3 quarts en utilisant 12 jetons. Que va faire l'élève? Il va utiliser sa compréhension de ce qu'est un numérateur et un dénominateur. Alors, il sait que le dénominateur indique en combien de parties équivalentes le tout a été divisé. Donc, le dénominateur étant 4, il va diviser en 4 parties égales, le nombre de jetons, c'est 12 jetons. Et son numérateur lui dit combien de parties considérées, alors 3 parties qu'il vient considérer pour trouver
que le 3/4 de 12 jetons est neutre. Combien de jetons contient le tout si 9 jetons représentent 3/4? Alors, encore une fois, il va reconstruire son tour pour découvrir ces 12 jetons. Alors ici, on spécifie ce que veut dire le vice et versa. Dans la flèche, je suis allée pointer, distinguer le rôle du numérateur de celui du dénominateur. Alors, dans la flèche que vous allez voir à plusieurs occasions au cours de la présentation, on a écrit les éléments lesquels on pense qui vont être travaillés, d'autres éléments, pardon, de la progression qui vont être travaillés par l'activité qu'on vous propose. C'est intéressant de permettre aux élèves d'exprimer leur façon de faire. Il faut qu'ils viennent comme préciser leur pensée, disent comment ils s'y prennent pour répartir, pour trouver le 3/4 de 12 jetons, par exemple. En fait, avec ces encadrés fléchés-là, ce qu'on voulait faire ressortir souvent, c'est qu'on voulait mettre en évidence que lorsqu'on travaille un élément de la progression, qui, par exemple, dans ce cas-ci, c'était associer une fraction à une partie d'un tout ou d'un groupe d'objets et vice-versa, on voulait mettre en évidence que lorsqu'on travaille ça, il est possible de travailler plusieurs autres éléments de la progression des apprentissages pour faire des liens, justement. Et encore une fois, on n'oublie pas qu'on travaille au niveau des parties isométriques et des parties équivalentes. Les sens de la fraction. Alors, les sens que l'on travaille au primaire, on va travailler là, la façon qu'on les a nommés, c'est ce que l'on retrouve dans les différents ouvrages de didactique. On va parler de partie d'un tout. Dans la progression aussi, dans plusieurs éléments, on voit cette partie d'un tout. Alors, on vient préciser. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est la relation entre un tout et un nombre désigné de ses parties. On l'a mentionné tout à l'heure, le tout peut être de surface, un modèle de surface, un modèle de longueur, un modèle de collection. Alors, mon tout ici, qui est un rectangle, la partie ombragée représente le 1/4 du rectangle. Alors, on est dans la partie d'un tout. La partie verte représente 1/4 du segment. Et ici, on a un exemple avec une collection. Le pingouin bleu représente 1/4 de l'ensemble des pingouins. Un autre sens, quotient ou le résultat d'une division. La division de deux nombres. Par exemple, 2 biscuits pour 3 enfants. Chaque enfant aura 2/3 d'un biscuit. Quant au sens rapport, c'est une relation entre deux quantités. Par exemple, mettre en relation les 5 étoiles rouges et les 10 étoiles bleues d'une collection. La fraction en tant que rapport, le nombre d'étoiles rouges représente une demi du nombre d'étoiles bleues. Il y a 5 étoiles rouges, 10 étoiles bleues, donc on dit qu'il représente la demi. Mais si on cet ensemble de collections, si on la regarde et qu'on parle d'une fraction en tant que partie d'un tout, il y a 5 étoiles rouges et mon tout est 15. Donc, le nombre d'étoiles rouges, 5, représente 1/3 du tout, soit le nombre total d'étoiles de la collection, qui est 15. Comparer une fraction à 0, à une demi ou à 1. Ces points sont des points de repère pratiques pour déterminer la grandeur d'une ou des fractions. Par exemple, ici, un élève qui doit situer 9/10 pourrait se dire, en fait, faire le raisonnement suivant. Il se dit que 9/10 est plus près de 1. Pourquoi? Parce que 1, c'est 10/10, qui est le tout. Donc, on va être capable d'aller situer son 9/10 plus près de 1 que de 1/2. Ici, l'élève veut placer 5/8. Alors, il va représenter 5/8 à l'aide de jetons. Et il va constater que 5/8 se situe entre une demi et 1 et plus près de la demi parce que 4 jetons sur 8, c'est équivalent à la demi. Encore une fois, l'élève manipule les différents modèles
on propose des problèmes, on l'a nommé tout à l'heure au début, on propose des problèmes aux élèves qui vont les amener à manipuler et on va leur demander d'exprimer, de partager leur façon de faire. Comme l'élève ici a utilisé un modèle de langage, ici un modèle d'ensemble, que les élèves puissent partager les différentes représentations au sujet de la fraction. Alors, quand on travaille de cette façon, au niveau des représentations, on distingue le rôle du numérateur du dénominateur, etc. Vérifier l'équivalence de deux fractions. Alors, on a différentes représentations qu'on observe de ces représentations, c'est que le tout est le même. C'est le nombre de morceaux de parties équivalentes qui varie. Alors, vous voyez ici, on représente 2/3, 4/6 à partir du même tout. Ici aussi, et avec les collections. Encore une fois, on travaille au niveau des représentations. L'élève doit comprendre, distinguer le rôle du numérateur et du dénominateur. Ordonner des fractions ayant un même dénominateur. Alors, en ordre croissant, 1/4, 2/4, 3/4. Quand on considère le jeton jaune, il faut discuter avec les élèves. Un élève dans la classe pourrait, lui, considérer plutôt les jetons bleus et ne pas comprendre pourquoi sous cette image, l'enseignant aurait écrit 1/4. D'où l'importance des discussions, de laisser les élèves s'exprimer sur ce qu'ils voient. Alors, on peut travailler aussi à ordonner des fractions à partir des différents modèles. Modèle de collection, modèle de surface et modèle de longueur. Ici, on a un exemple avec un modèle de surface. Associer un nombre décimal ou un pourcentage à une fraction, associer une fraction à un nombre décimal. Alors, il faut axer sur la conceptualisation, sur la compréhension, plutôt que sur l'habileté. Quand je regarde ici ma représentation avec les boîtes de 10, je constate qu'une boîte sur 10, un dixième, hein, on a considéré une boîte sur 10. Mais aussi, on pourrait dire 10 jetons sur 100. Alors, ce qui vient expliquer le 1 dixième et le 10 centième, pourquoi il y a un 0 ici? Plutôt que l'élève utilise le truc, on ajoute un 0, bien, il est capable de l'expliquer. Quand on parle de compréhension conceptuelle, les représentations aident à cette compréhension. On en a un autre exemple ici. Alors, 5 dixièmes, on peut constater le 50 centième. Représenter des nombres décimaux de différentes façons, concrètes ou imagées. Au deuxième cycle, c'est jusqu'à l'ordre des centièmes. Alors, quand on utilise le matériel en base 10 pour faire ces représentations, on peut amener l'élève à réfléchir à la relation entre les diverses pièces. Comme par exemple, si l'élève utilise la plaque de 100 pour représenter l'unité, alors la barre de 10 va représenter les dixièmes et le cube unité, les centièmes. Alors, 14 centièmes, l'élève va faire l'échange de ces cubes unités contre une barre de 10 et va représenter 14 centièmes est équivalent à 1 dixième et 4 centièmes. Au niveau du tableau de numération, chaque jeton représente 1 dixième. Là, je prends les jetons jaunes.
chacun des jetons représente un dixième. Donc, on constate qu'il y a 12 dixièmes. Et si je procède à l'échange, je vais voir une unité et 2 dixièmes. En travaillant de cette façon, toujours, hein, là, on n'a pas donné d'exemple de problème, des problèmes simples que vous utilisez en classe, en contexte. Les élèves sont amenés à représenter les nombres décimaux. Et dans ces représentations, on peut reconnaître des représentations équivalentes. On peut composer et décomposer un nombre décimal. L'utilisation du ABAC aussi, hein, par rapport aux valeurs de position, comme on l'a vu sur une diapositive précédente. Alors ici, on a représenté 7 et 42 centièmes. Alors, 7 unités, 3 dixièmes et 12 centièmes, c'est équivalent à 7,42. On a 7,42 centièmes, pardon. On a procédé à un échange d'un dixième avec 10 centièmes. Lire et écrire des nombres décimales en notation décimale, comprendre le rôle de la virgule. Alors, on a parlé de ce système de numération, ce système organisé. Le système de position à base 10 n'a pas de limite. On en a parlé tout à l'heure vers la droite et vers la gauche. Le rapport de deux positions successives est toujours de 10. L'emploi de la virgule est une convention adoptée pour désigner la position des unités à gauche. La virgule aussi, de chaque côté de la virgule, on a une partie entière et une partie de l'autre côté décimale. Le vocabulaire, pour nommer les nombres décimaux, je vais dire 8 et 25 centièmes plutôt que 8,25. Alors, je vais vous dire après pourquoi il vaut mieux de dire 8 et 25 centièmes. On va vous présenter une activité où l'élève va être amené à situer des nombres décimaux sur un axe de nombres, comparer entre eux des nombres décimaux et ordonner des nombres décimaux. Alors, à partir d'un problème, l'élève arrive à deux réponses. Il a à comparer 5 et 35 centièmes et 5 et 6 dixièmes. Il a les comparer entre eux. Donc, par exemple, un premier élève pourrait décider d'utiliser une droite numérique qu'il va bien graduer. Et si dans un premier temps, il veut situer 5 et 35 centièmes, il va prendre l'intervalle entre 5,3, 5 et 3 dixièmes et 5 et 4 dixièmes, va prendre cet intervalle-là, va le séparer et va être en mesure d'aller situer son 5 et 35 centièmes. Il pourrait faire la même chose ensuite pour situer 5. En fait, il n'y aurait pas besoin de faire de découpage, puis tout de suite aller placer son 5 et 6 dixièmes et être en mesure de voir lequel des deux est plus grand. Un autre élève pourrait utiliser les plaques de 100, donc 35 centièmes d'un côté et de l'autre côté 6 dixièmes. Il pourrait constater que c'est 60 centièmes, donc le plus grand des nombres est 5 et 6 dixièmes. L'erreur que l'on voit souvent dans ce cas, prenons cet exemple, 5 et 35 centièmes, 5 et 6 dixièmes, souvent les élèves vont penser que 5 et 35 centièmes est plus grand parce qu'ils vont traiter la partie entière et la partie décimale comme si chacune de ces parties était un nombre naturel. Donc, il va penser que 35 centièmes est plus grand que 6 dixièmes, alors que ce n'est pas vrai, parce qu'il va traiter 35 comme... Ici, il va le traiter comme 35, comme un nombre naturel 35, et ici, il va traiter 6 comme le nombre naturel 6.
D'où l'importance au niveau du vocabulaire de dire, tout à l'heure je vous ai dit je vais vous le dire plus tard, alors c'est là que je vous le dis, d'utiliser la terminologie 5 et 35 centièmes, 5 et 6 dixièmes. Ici, on a mis 2 suggestions d'albums jeunesse qui sont tirées du site Livres ouverts. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, vous avez l'adresse à l'écran. C'est un site qui propose toutes sortes de lectures intéressantes et il y a un moteur de recherche quand vous êtes sur le site. Vous allez dans la section lecture dans toutes les disciplines et dans ce moteur de recherche-là, vous pouvez donc spécifier si vous voulez faire une lecture en mathématiques, en sciences. Bon, il y a différentes options. Vous pouvez aussi cibler le niveau scolaire pour lequel vous voulez avoir des suggestions et vont donc vous proposer des albums qui sont en lien avec la recherche que vous avez effectuée. Alors, nous, on vous a mis 2 suggestions ici qui sont en lien avec les éléments que Nathalie vient de présenter. Dans un premier temps, l'album qui s'appelle « De plus en plus haut ». Et le deuxième, l'échelle de l'art, quelle taille ont les chefs-d'œuvre? Vous avez la référence complète. Vous pouvez aussi aller retourner sur le site Livres ouverts pour en voir plus. Mais sinon, ces 2 albums-là permettent de comparer entre eux des nombres naturels et décimaux, permettent d'estimer et mesurer les dimensions d'un objet, de lire un dessin à l'échelle, permettent aussi d'établir des relations entre les unités de mesure. Alors voilà, si vous ne connaissiez pas le site Livres ouverts, c'est une ressource très, très intéressante. On a mis quelques suggestions un petit peu plus loin dans la présentation également. On arrive maintenant à la deuxième portion de la présentation, la deuxième section de la progression des apprentissages, qui est le sens des opérations. Alors, l'élève au primaire est amené à mathématiser une variété de situations illustrant les différents sens des opérations. Il le fera d'abord de façon concrète, puis semi-concrète et enfin symbolique. C'est important de respecter ce qui est indiqué dans la progression des apprentissages à ce sujet, mais aussi le rythme des élèves. Certains élèves prendront plus de temps de ce passage du concret vers le semi-concret. Alors, qu'est-ce qu'on entend par concret? On va parler d'objets facilement manipulables, des blocs emboîtables, des jetons. Semi-concret, il va illustrer les objets concrets qu'il a utilisés précédemment. On va parler aussi des différents supports, les bandes de nombres, les grilles de nombres, les droites numériques. Et pour finir, l'élève va aller vers la symbolique. Ici, on a mis un gros encadré à venir. Toute la section qui porte dans la progression des apprentissages, toute la section qui porte sur les différents sens de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division. Cette section-là va faire l'objet d'une séance d'information à elle seule parce que si on l'avait mis dans la présentation aujourd'hui, ça aurait allongé considérablement la durée de la rencontre. Alors, tout ce qui touche cette section-là dans la progression des apprentissages fera l'objet d'une séance d'information un peu sous le même format que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Et normalement, ça devrait avoir lieu en janvier, alors l'information officielle suivra probablement en décembre ou début janvier ou plus tard. Donc, ce sera envoyé dans le réseau de la même façon que vous avez eu l'information pour la séance d'information d'aujourd'hui. On a mis tout de même 2 suggestions d'albums qui sont encore une fois tirées du site Livres ouverts. La première suggestion qui s'appelle 365 pingouins, puis la deuxième, 8 petites ballerines. Alors, ces 2 albums-là permettent de travailler les différents sens de la multiplication et de la division, permettent de traduire une situation à l'aide de matériel concret, de schémas ou d'équations et vice-versa. Par rapport aux relations d'égalité entre les expressions numériques et les équivalences numériques à l'aide de relations entre les opérations, les 4 opérations, la commutativité de l'addition et de la multiplication et l'associativité au niveau des nombres naturels. Par rapport aux nombres décimaux, je vous invite à aller consulter la progression des apprentissages,
parce que ce ne sont pas les 4 opérations et la commutativité de la multiplication que l'on va travailler quand on parle des nombres décimaux. On va plutôt parler de commutativité de l'addition et l'associativité. Mais je vous invite à aller consulter votre progression des apprentissages pour faire ça. On a une petite activité ici qui permet d'établir la relation d'égalité, déterminer des équivalences numériques. On va explorer la propriété de la commutativité de la multiplication. Une disposition rectangulaire est un excellent modèle pour représenter la commutativité de la multiplication. Alors, les élèves vont discuter entre eux de ce qu'ils voient à partir de cette disposition rectangulaire. Par exemple, un élève, au début, on a nommé les faire travailler en équipe. Alors ici, on a une petite équipe, une diade. Alors, il y a un élève qui voit 5 rangées de 4, donc lui, il dit que c'est 5 fois 4. Et l'autre élève, lui, voit 4 rangées et 5 colonnes, donc je vois 4 fois 5. Alors, certains arrangements, comme la disposition rectangulaire, sont équivalents. Seule la disposition change. Alors, comme je disais, c'est un beau modèle pour travailler au niveau de la commutativité de la multiplication, pour que l'enfant constate que ces 2 dispositions sont équivalentes. Et quand on écrit l'expression numérique 4 fois 5 égale 5 fois 4, on constate que de part et d'autre du signe de l'égalité, la quantité est la même. D'où l'idée de la balance. On arrive maintenant à la 3e section de la progression, soit les opérations. Alors, à partir d'un problème mathématique, alors l'élève a une décision à prendre. Il doit décider s'il a besoin d'effectuer un calcul approximatif ou de déterminer un résultat exact. Dans le cas où c'est un résultat exact, il doit faire une approximation. L'approximation va lui permettre de vérifier la vraisemblance de son résultat. Ensuite, il va procéder soit par calcul mental, avec les différentes stratégies, calcul écrit, la calculatrice, l'ordinateur ou la tablette. Par rapport à l'approximation, on va parler d'estimation ou d'arrondissement. Ici, on va apporter juste quelques petites précisions sur les termes que Nathalie vient d'utiliser, approximation, estimation et arrondissement. Alors, l'approximation, c'est une grandeur que l'on accepte comme suffisamment voisine d'une grandeur connue ou inconnue, puis elle peut être obtenue au moyen de l'estimation ou de l'arrondissement. Alors, si on regarde pour l'estimation, c'est une valeur approchée d'une grandeur. C'est une valeur qui est basée sur des repères, un sous-ensemble ou encore sur le raisonnement proportionnel. Tandis que l'arrondissement, c'est une substitution à un nombre d'un autre nombre qui lui est proche de manière à faciliter les calculs selon une valeur de position donnée. Ce qu'on veut dire par une valeur de position donnée, ça peut varier selon le contexte de la tâche que l'élève va effectuer. Alors, on peut arrondir parfois à la centaine, à la dizaine, à l'unité. Ça dépendra du contexte. Alors, par rapport à l'approximation, au 2e cycle, l'élève fait des approximations par rapport à l'une ou l'autre des opérations. Et on regarde ici par rapport au nombre décimaux, seulement pour l'opération d'addition et de soustraction. Alors, dans un problème, on demande à l'élève de faire une approximation, ou l'élève a pris la décision de faire une approximation parce que ce n'était pas un résultat exact qui lui était demandé. Alors, pour faire une approximation de 132 plus 465, l'élève choisit des nombres qui se prêtent bien au calcul. Par exemple, mon élève ici a utilisé 130 plus 450, donc on va trouver approximativement le résultat approximatif de 580. Par rapport aux nombres qui se prêtent bien au calcul, peuvent être différents d'un élève à un autre. D'où, encore une fois, l'importance de laisser les élèves partager de quelle
quel nombre ils ont choisi pour faire une estimation. Ainsi, on peut discuter avec eux aussi de quel nombre permettent de se rapprocher le plus d'une estimation réelle. Un autre élève pourrait, lui, décider d'y aller par arrondissement. Et puis, dans l'exemple qu'on a mis ici, va arrondir à la centaine. Donc, 132 va l'arrondir à 100, 465 l'arrondit à 500. Alors, lui, son approximation du résultat, c'est 600. Alors, il a appliqué une procédure selon une valeur de position donnée. Dans cet exemple-ci, il avait décidé d'arrondir à la centaine, aurait pu décider d'arrondir à la dizaine s'il avait été plus à l'aise avec cette façon de faire. Et aussi, comme Marianne disait tantôt, dépendamment du contexte, parfois, il vaut mieux arrondir à la centaine, parfois à la dizaine. Alors, quand on permet aux élèves de faire des approximations, il y a tous les éléments ici dans la flèche là, qui sont sollicités lors de ce travail. Les processus de calcul mental. Alors, au deuxième cycle, à l'aide de processus personnels, déterminer le produit, le quotient de deux nombres naturels. La somme et la différence a été travaillée au premier cycle, mais quand c'est divisé, on réutilise cette connaissance au niveau des nombres naturels, additionner, soustraire des nombres décimaux. On parle de calcul mental. Le calcul mental est souvent associé aux faits numériques. Les faits numériques sont aidants pour faire du calcul mental, pour développer des stratégies de calcul mental, mais c'est autre chose que les simples faits numériques. Par exemple, pour calculer, l'élève peut procéder ainsi. Alors, dans un premier temps, on a mis l'exemple 132 plus 408. Pour faire ce calcul-là, l'élève peut y aller par décomposition des nombres. Alors, il prend 132 qu'il décompose en 32 et en 100, 408 qui est décomposé en 8 et 400. Puis, il va à ce moment-là compléter la dizaine, 32 plus 8, 40, 500, puis finalement, 40 plus 500, 540. Dans la multiplication, 2 fois 325, l'élève va décomposer 325, va multiplier ces deux nombres fois 2 pour trouver 600 plus 52 donne 650. Je l'ai bien dit. Non, vous avez dit 52. Peut-être juste revenir une diapo en arrière aussi. On a mis un lien au bas de la page qui dirige vers le site domaine.rcmsc.qc.ca, domaine MSC. Alors, sur ce site-là, on a mis la référence complète aussi à la fin de la présentation. Si vous allez jeter un œil là-dessus, bon, il y a des documents qui sont dans la section formation, mais il y a aussi une section SAE où il y a différentes ressources qui sont proposées là. On pourra en reparler un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, en laissant les élèves travailler à développer leur processus de calcul mental, on va venir travailler aussi la décomposition. On va établir des relations d'égalité entre des expressions numériques. Toujours dans l'idée, hein, on permet aux élèves de passer par le chemin qui lui convient et d'exprimer par la suite, de partager au reste de la classe. Les processus de calcul écrit. Alors, concernant l'addition et la soustraction, au premier cycle, on parlait de processus personnels. Au deuxième cycle, on parle plutôt de processus conventionnels. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse tomber les processus personnels. Hein? On va travailler pour que l'élève découvre ce processus conventionnel, mais on veut aussi qu'il le considère comme un processus parmi tant d'autres. On l'a nommé tout à l'heure par rapport au processus de calcul mental, il va développer ses stratégies, différentes stratégies. Bien, il peut développer aussi différentes stratégies par rapport au calcul écrit. Alors, on parlait d'addition-soustraction, on va travailler ces deux opérations aussi quand on parle des nombres décimaux. Alors, les élèves ont besoin de nombreuses expériences leur permettant de se représenter l'algorithme au moyen de matériel de manipulation. Alors, on en a un exemple ici. Il va représenter
faire l'addition 267 plus 679 plus 347. Il va représenter ces trois nombres avec le matériel de base 10. Il va faire les groupements, va procéder aux échanges, hein, pour constater que les échanges, ben, quand j'échange 10 unités pour une dizaine, ben, ma petite retenue, elle vient de là. Alors, il va aller avec le matériel. Après, il va il va dessiner le matériel utilisé précédemment, puis vers la symbolique, comme on l'a nommé tantôt, vers du concret, semi-concret, symbolique. Alors, on l'amène à découvrir les processus personnels, mais comme je l'ai bien dit tout à l'heure, on veut aussi qu'ils comprennent que ce n'est pas le seul processus, qu'il y a d'autres processus qui sont tout aussi efficaces et parfois même plus efficaces dans certains cas. Alors, on a ici, par rapport au processus de calcul écrit, deux chemins différents que l'algorithme. Alors, on peut regarder l'élève de gauche pour additionner 277 plus 679. Va décomposer encore là ces nombres en centaines, en dizaines avec les unités. Puis, il va faire des regroupements. 200 plus 600 qui donne 800, 60 plus 70, 130. Les unités ensemble, 7 et 9 qui fait 16 pour arriver au total de 946. Alors, l'autre élève, lui, ce qu'il a fait, il a déjà calculé ses centaines. Plutôt que d'écrire 67, il a écrit 70, disant ici, il y a plus 3 par rapport à mon 67. Plutôt que d'écrire 79, il a écrit 80, se disant plus 1 par rapport à mon 79. Alors, il va venir enlever 4, étant donné le plus 3, plus 1, pour voir sa façon de faire. On peut la constater par la suite. Encore une fois, quand on laisse les élèves travailler au niveau de leur processus, donc tous les éléments que l'on voit dans la flèche sont sollicités. L'idée, c'est que l'enseignante reprenne les différentes façons de faire des élèves, qu'elle mène une discussion avec eux, à savoir qu'est-ce qui semble le plus efficace dans le contexte. Même chose par rapport au nombre décimaux. Alors, on va utiliser du matériel pour représenter les équations. On va procéder aux échanges nécessaires. Hein. Ici, on a un exemple avec la valeur de position. L'élève, par la suite, va le faire de façon semi-concrète et, pour finir, avec la symbolique. Et l'a suffisamment manipulé pour bien comprendre quand il applique un processus de façon symbolique, pour bien comprendre ce qui se passe quand il a une retenue, par exemple. Alors, par rapport à la multiplication et la division, au deuxième cycle, on parle de processus personnel. Alors là, on laisse les élèves découvrir toutes sortes de processus. Par exemple, il va représenter 135 x 4 avec du matériel de base 10. Alors, il va faire les groupements, il va procéder aux échanges pour trouver 540. Quand on prend le temps de regarder ce qui se passe, c'est ce qui se rapproche de l'algorithme conventionnel que l'on connaît. Même chose pour la division. Alors, il va 426 divisé par 3, et il va partager en 3 ensembles égaux. Il va procéder aux échanges nécessaires pour réussir à compléter son partage. Il va aussi, comme tout à l'heure, hein, il va développer ses propres processus de calcul écrit par rapport à la multiplication et la division. Comme par exemple, ici, l'élève va décomposer, on a 135 x 4, l'élève va décomposer son 135 et va multiplier chaque nombre de sa décomposition par 4 pour faire le total et trouver 540.
Un autre élève, lui, pourrait décider d'y aller par une technique d'addition répétée, 135 plus 135 qui donne 270, il ajoute 135 une troisième fois, une quatrième fois, donc pour faire 135 fois 4. Alors, l'élève peut procéder ainsi, exactement. On ne vous dit pas de faire cela avec les élèves. Hein? Ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on propose des problèmes aux élèves, on les laisse travailler de façon individuelle, on les laisse travailler en équipe de deux. L'idée, c'est que chacun d'accepter, comme on disait au départ, après la petite vidéo, d'accepter les différentes stratégies des élèves, de revenir sur ces stratégies, d'avoir des discussions avec eux. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres? Et comme ça, les élèves peuvent peaufiner leur propre stratégie et en ajouter d'autres à leur coffre à outils. Alors, j'aurais dû changer de diapo avant de vous dire tout ça. Voilà. Alors, l'enseignant reprend et discute avec les élèves. Par rapport au répertoire mémorisé de l'addition et de la soustraction, alors au premier cycle, les élèves ont construit les faits numériques. Au premier cycle, on développe des stratégies. Et ça se poursuit à la troisième année. La maîtrise de l'ensemble des faits numériques est à la troisième année. Par rapport au répertoire mémorisé de la multiplication et de la division, on construit au deuxième cycle. On développe des stratégies à partir du deuxième cycle, ça se poursuit à la cinquième année, et la maîtrise des faits numériques de la multiplication et de la division en cinquième année. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on construit les faits numériques au premier cycle? On va travailler beaucoup avec les boîtes de 5, les boîtes à 10, hein, pour amener les élèves à découvrir des relations entre les nombres 5 et les nombres 10. On va faire des activités par rapport à la commutativité, parce que la commutativité, quand on parle d'addition-soustraction, la commutativité touche 45 faits numériques sur 100 faits numériques. On va chercher des régularités, on va chercher des régularités. Développer des stratégies, alors quand on a construit les faits numériques, on a utilisé du matériel de manipulation, les élèves ont des représentations en tête. Alors là, on va parler plus de stratégies. Par exemple, l'élève va être capable de nommer, il va le voir dans sa tête par rapport à sa boîte de 10, que 7, 3 de moins que 10, et par rapport à sa boîte de 5, par exemple, on va voir que 7, oui, c'est 2 de plus que 5. On en a parlé, la commutativité, il va être capable de l'utiliser comme une stratégie. Il va chercher des régularités. Alors, les différentes stratégies, les faits numériques avec 0, 1 de plus et 2 de plus que, les points d'ancrage 5 et 10, je vous en ai parlé, l'utilisation des doubles, double plus 1 et double plus 2, la commutativité. Quand on parle de stratégie, une stratégie efficace est applicable mentalement et rapidement. Quand les élèves possèdent des stratégies efficaces, l'enseignant peut proposer des exercices d'automatisation, des cartes éclairs, des jeux, du matériel reproductible. Et par rapport à l'addition, la soustraction, la maîtrise de l'ensemble des faits numériques en troisième année. Alors, de la même manière que l'addition et la soustraction, en ce qui concerne la multiplication et la division, on va commencer par construire les faits numériques. L'élève va faire des relations entre les nombres. Alors, à partir de problèmes, on va lui demander de résoudre des problèmes et il va construire ces faits numériques. La relation entre les opérations, on va l'amener à chercher des régularités. Alors, tout ça va se faire avec l'aide du matériel de manipulation, quand c'est possible. L'élève va faire des représentations, va avoir des représentations en tête. On va parler de stratégie. Il va utiliser les faits numériques avec 0 et 1, la multiplication avec 5. Hein, on va faire des liens avec la recherche de régularité avec 5. Les relations inverses, la multiplication
et l'opération inverse de la division, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lorsque les élèves unissent 3 groupes de 4 qui donnent 12 éléments au total, il comprend aussi que 12 éléments répartis en 3 groupes, mais dans chacun des groupes, il y aura 4 éléments. Et on n'oublie pas, les exercices d'automatisation viennent quand une ou des stratégies ont été travaillées, quand les enfants sont habiles avec certaines stratégies. Et ces exercices d'automatisation, on parle de jeux, de cartes éclairs, la maîtrise de l'ensemble des faits numériques en 5e année, des faits numériques, pardon, de la multiplication et de la division est prévue pour la 5e année. Voilà. On arrive déjà à la, déjà en fait, j'espère que vous vous dites déjà, à la fin de la présentation ou presque. Tout au long de la présentation, on a essayé de faire ressortir différents éléments, entre autres qui étaient nommés dans la vidéo au début puis qu'on a repris dans la diapositive suivante. Alors, les choix pédagogiques et didactiques de l'enseignant peuvent faire en sorte que l'élève raisonne, recherche, met en place des stratégies et mobilise ses connaissances, qu'il explique sa démarche de raisonnement en utilisant un langage mathématique, qu'il fasse part de sa compréhension d'une situation ou d'un concept, qu'il construise le sens des concepts et des processus et qu'il les lie entre eux, hein, qu'il utilise des modèles ou des outils pour l'apprentissage. Donc, on a essayé de laisser une grande place puis de le redire souvent, le matériel de manipulation, les outils, les dessins, etc. Amener l'élève à comparer son processus de réflexion à celui des autres, à ajuster ses stratégies pour les rendre plus efficaces en entendant les stratégies de ses amis, de ses camarades, de l'enseignante, puis en fait qu'il réfléchisse sur sa pratique. Voilà. Vous avez ici notre bibliographie complète et notre webographie. Ici, différentes ressources qu'on a nommées tout au long de la présentation, peut-être pas toutes. Alors, le premier lien, c'est un lien vers le site du ministère de l'Éducation. Vous allez retrouver tous les documents officiels, programmes, progression, cadre d'évaluation, etc. Il y a vraiment plusieurs informations sur ce site-là. Le site Livres ouverts, dont on a donné 4 propositions d'ouvrages lors de la présentation. En fait, l'idée, c'était de vous faire découvrir ce site-là. Vous pourrez après ça aller en boutique, feuilleter les différents ouvrages si jamais il y a quelque chose d'intéressant qui vous est présenté sur le site Livres ouverts. Le site qui est en bas à gauche complètement, de l'arithmétique à l'algèbre, le passage du primaire au secondaire, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je vous invite quand même à aller jeter un œil sur ce site-là. Il y a toutes sortes de ressources, d'activités, de tâches qui sont proposées et qui favorisent justement le passage de l'arithmétique à l'algèbre, donc le développement de la pensée algébrique chez les enfants dès le primaire, c'est possible de le faire par toutes sortes de tâches, d'actions ciblées. Alors, c'est vraiment un site très, très intéressant. Et cette communauté de pratique-là, elle regroupe des conseillers pédagogiques et des didacticiens de différentes universités au Québec. Alors, un site vraiment fort pertinent. Le site du domaine de la mathématique ou encore le site domaine MSP que vous connaissez peut-être déjà. Il y a différentes ressources qui sont là-dessus. C'est un site qui est géré en partenariat avec le récit Maths, Sciences, Techno. Et si vous allez sur ce site-là, vous allez voir qu'il y a une section situation d'apprentissage et d'évaluation. Et pour pouvoir consulter ces différentes SAE-là qui ont été déposées, puis c'est des situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été fournies par des gens du réseau, donc des enseignants ou des conseillers pédagogiques. Les SAE sont protégés par mot de passe là, pour éviter que des élèves puissent tomber là-dessus. Alors là, je vais vous le donner à l'instant. Si vous avez exploré les SAE qui sont là-dessus, on va vous demander un mot de passe pour ouvrir les SAE. Le mot de passe est Pascal, P-A-S-C-A-L, donc Pascal. Sinon, il y a différentes autres ressources. Vous irez explorer ce qu'on retrouve là-dessus. Puis il y a aussi une section pour les conseillers pédagogiques. Donc, je crois que vous êtes nombreux aujourd'hui. Vous pourrez aller voir ce qu'on retrouve pour les conseillers pédagogiques. Puis finalement, le dernier lien, c'est pour accéder directement à la chaîne, aux listes de lecture, la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation, où on retrouve entre autres la vidéo qu'on a présentée
en début de rencontre. Voilà pour les différentes ressources. Donc, le mot de passe, c'est Pascal. Je crois que Marie-Claude l'a mis dans le clavardage également. Ça fait le tour de notre présentation. La diapositive suivante, vous avez nos coordonnées à Nathalie et moi, alors nos adresses courriels. On a reçu, je crois, quelques questions pendant le clavardage, alors on va y répondre dans quelques instants. Mais sinon, je voulais vous remercier d'avoir été là aujourd'hui avec nous. On est très contente. J'espère qu'on a pu répondre à différentes questions, que ça répondait à un besoin, puis que vous repartez avec différentes ressources, différentes stratégies que vous pourrez mettre en action dans votre classe ou que vous pourrez partager à vos collègues. Je rappelle que